Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un avocat du barreau de Monaco qui s'est engagé dans la vie politique de la principauté. Conseiller national depuis 2018, président de la commission législative, il a su mettre son expertise juridique au service de ses missions. Il devient président du Conseil national en avril 2024 et s'implique au sein et hors de l'hémicycle avec la conviction et le dynamisme qui le caractérisent. Bonjour Thomas Brézot. Bonjour Geneviève. Moi j'ai dit la conviction et le dynamisme, c'est que c'est vrai que jusqu'à ce que tu t'engages en politique, peut-être que c'était pas évident, mais on se souvient notamment de toute la période de préparation de ces textes Monneval qui ont été des textes très très importants pour en tout cas les 2 dernières années de la principauté, les dernières années législatives. Jusque-là, peut-être que les gens n'étaient pas si conscients de cette conviction que tu as, parce que tu es un homme de conviction quand même. Oui, tout à fait. Après, on s'engage, quand je m'engage dans quelque chose, je le fais à fond. Bah oui. Donc voilà, après c'est la situation actuelle qui m'a conduit à devoir prendre ces responsabilités-là et passer énormément de temps effectivement sur les textes. Je crois que sur les 2 dernières années, nous avons voté 9 textes de loi pour pouvoir se mettre en conformité avec les normes internationales sur le blanchiment, mais il y a eu déjà des textes, puisque dès que nous avons été élus en février 2018, il fallait déjà travailler sur la transposition de la 3e directive, donc qui a donné lieu à la loi 1462, qui était déjà une loi importante sur le blanchiment. Puis ensuite, il y a eu la transposition de la 4e, 5e directive en décembre 2022, et ensuite, sur les 2 dernières années, effectivement, ça s'est accéléré parce qu'il y avait l'évaluation Monneval qui pointait son nez, et il faut ce qu'il faut, quoi. Et c'était pas faute d'avoir tiré le signal d'alarme dès le début. Nous avions vu des points de non-conformité, nous les avions soulignés dans les rapports, nous les avions soulignés en séance publique, mais c'était pas suffisant. Donc voilà, on en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et il fallait effectivement transposer ces textes-là pour pas porter la responsabilité de ce placement sur les listes grises, et pour permettre ensuite aux autres acteurs de la place monégasque d'agir en conséquence, et sur le volet effectivité, être en conformité. Malheureusement, les textes ayant été déposés trop tard, le temps nécessaire à la mise en œuvre de ces textes n'a pas été suffisant pour les professionnels pour leur permettre de le mettre en œuvre, et donc les résultats n'étaient pas satisfaisants, et d'où le placement sur liste grise. Le point de satisfaction, c'est quand même d'avoir réussi à obtenir la conformité législative, c'est-à-dire que le travail que nous avons fait est conforme aux directives internationales. Et puis ce qu'il faut dire peut-être à ceux qui nous écoutent, c'est que ce qui est fait n'est plus à faire. Donc c'est pas parce que tu as une évaluation qui n'a pas pu prendre en compte des résultats de mise en œuvre que pour la prochaine, c'est pas du travail déjà fait, quoi. Non, tout à fait. Là, aujourd'hui, nous sommes en conformité, ce qui permet aujourd'hui, effectivement, aux différents acteurs, que ce soit les institutions publiques ou la justice ou les professionnels qui sont assujettis, effectivement, de disposer d'un arsenal législatif qu'ils doivent appliquer pour pouvoir justement établir cette conformité qui nous permettra de sortir la liste grise. Est-ce que quand... déjà... Peut-être tu vas me dire, Geneviève, c'est pas exactement ça, mais on a l'impression que ça s'arrête jamais, parce que on est en conformité, mais on a l'impression que tout évolue tout le temps. En tout cas, les textes continuent d'évoluer. Tu disais, on a transposé la 3e, puis la 4e, puis la 5e. Enfin, il y a toujours des normes qui évoluent, quoi. Est-ce que le fait d'avoir franchi ce premier cap, est-ce que ça nous permet d'entrevoir la suite quand même, ou pas ? Alors, déjà, on a quand même rattrapé un gros retard qu'il y avait à la base. Ça, c'est une certitude, puisqu'on avait à la base 1 an et demi de retard sur la transposition de la 3e directive. Donc, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup ? C'est beaucoup, parce que là, on risquait le placement sur liste grise quasi immédiat. Donc, effectivement, il a fallu travailler d'ardard. Venant d'être élu, ne connaissant pas le travail légistique, ce qui est vraiment spécifique. Alors j'ai une formation de juriste, donc ça m'a aidé. C'est toujours utile une formation de juriste quand même. Oui, ça c'est sûr. Mais le travail légistique, c'était nouveau pour moi à l'époque. Et c'est vrai que les discussions avec le gouvernement, je me suis fait avoir sur certains points, je me suis peut-être moins avoir aujourd'hui. Donc. Mais si tu veux, voilà. J'aime bien, je me suis fait avoir sur certains points. Sur certaines promesses, oui, notamment. Il y a un exemple que je me rappelle, c'était les amendes pénales
pour les professionnels, notamment les compliance officers, alors que la directive ne l'imposait pas. Mais comme on n'a pas de texte sur les amendes administratives, le gouvernement nous avait dit à l'époque, on met des amendes pénales et puis après on votera un texte sur les amendes administratives et on reviendra en arrière et on placera des amendes administratives, ce qui n'a finalement jamais été fait, et donc aujourd'hui on est resté sur des amendes pénales. Ce qui rend les textes aujourd'hui plus contraignants pour les acteurs. Pour moi, ça a une incidence réelle, c'est-à-dire que les compliance officers, notamment dans les établissements bancaires, sont soumis à des sanctions personnelles et des sanctions pénales. Donc ça les oblige à être beaucoup plus attentifs et de demander beaucoup plus de se couvrir davantage qu'une simple amende administrative qui aurait moins d'incidence sur leur carrière professionnelle. Donc pour moi, ces points-là qui ont été discutés à l'époque ont une incidence aujourd'hui sur le quotidien aujourd'hui de ces professionnels. En fait. Voilà, exactement. C'est parce que est-ce que tu as entendu en tout cas je l'ai entendu, il y a des professionnels et des acteurs de la place qui disent finalement avec tout ça à Monaco on est plus strict qu'ailleurs. C'est le cas, hein. Après c'est l'évolution qui a eu lieu. C'est la question précédente que tu m'as posée d'ailleurs, c'est une matière qui est en constante évolution. Pourquoi ? Parce que les techniques de blanchiment évoluent, donc il faut effectivement les contrer. Donc c'est une matière qui évolue. Ce qui était vrai il y a 3 ans est déjà... Exactement. Donc la mise en œuvre du dispositif a obligé les délinquants à adapter leurs pratiques, et donc le législateur et notamment les instances européennes à s'adapter à ces nouvelles pratiques-là, et donc à couvrir le maximum de champs des possibles et pour contrer davantage les mauvaises pratiques. Donc effectivement la matière a évolué, même si on a continué à fermer des portes à droite à gauche. Donc effectivement c'est difficile. Après il y a aussi les acteurs de la place monégasque où il y avait un certain laisser-aller dans le droit et certains manques juridiques, donc il n'y avait quasiment pas d'obligation et pas de sanctions. Donc forcément les acteurs avaient des pratiques qui ne sont plus acceptables aujourd'hui, mais le fait d'avoir légiféré énormément sur ce texte-là, effectivement, a changé complètement les pratiques. Elles sont beaucoup plus contraignantes, et donc effectivement ça a une incidence sur le climat. Mais après je pense, et ça j'en suis convaincu, que les obligations qui nous sont imposées aujourd'hui dans le cadre des rapports Meneval ou aujourd'hui des rapports du GAFI sont plus strictes que celles qui sont applicables par exemple dans le pays voisin qu'est la France. Ils justifient ça parce qu'ils considèrent que Monaco est une place financière et que de ce fait-là il y a plus de risques de blanchiment, ce qui est une aberration et ce qui relève à mon sens d'une méconnaissance des pratiques de la place et au contraire du caractère strict de la justice monégasque en principauté de Monaco. Mais par rapport à ça, la difficulté qu'il y a, c'est aussi l'image de la principauté. C'est celle d'un paradis fiscal, donc ce qui est totalement faux. Hein. On a eu du mal à s'en débarrasser, mais dans les mentalités, ça perdure quand même. Et malheureusement, je pense que les instances européennes nous ont jugés de cette manière-là pour nous imposer des obligations plus strictes que ce qu'il y a ailleurs. Après, il y a une certaine jalousie aussi. Alors ça, c'est mon sentiment personnel. J'ai rien pour le prouver. Mais bon, quand on voit finalement l'économie qui se porte bien en principauté de Monaco, alors qu'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on voit qu'on a traversé la crise Covid finalement sans trop d'incidence finalement plutôt bien économique. Au final, on se dit si ça tourne bien là-bas, c'est qu'il y a de l'argent. S'il y a de l'argent, c'est qu'il y a du risque de blanchiment. C'est pour moi un ressenti personnel, mais je ne dois pas être très très loin de la vérité. Oui. Après, c'est vrai que, et on le voit dans de nombreux domaines, l'image de Monaco, le bien, c'est qu'elle a une image, comme tu dis, il y a de l'argent, il y a du succès, il y a des choses qui se font bien. Et donc la mauvaise partie, c'est qu'il y a aussi de l'argent, du succès, des choses qui se font bien. C'est-à-dire qu'à l'échelle internationale, si on est dans une situation comme ça, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui sous-tend, quoi. Tu vois ? Alors, on va nous comparer, parce qu'on est un État à part entière, et on va nous comparer aux autres États. Sauf qu'on a une différence majeure, c'est celle de la superficie, qui est de 2 km². Ne serait-ce qu'en termes de sécurité déjà. Pour moi, c'est un élément essentiel de l'attractivité. Les résidents étrangers qui viennent en principauté, souvent recherchent la sécurité qu'il y a ici, avec une présence policière importante. C'est pas réalisable dans d'autres pays.
Le maintien de la propreté et autres, c'est beaucoup plus difficile à faire sur un État qui est... c'est ça, il y a des choses qui sont faisables chez nous. En principauté, sur 2 km², c'est beaucoup plus facile de le faire. Donc on a une image effectivement qui est celle qu'elle est, hein, qui est celle de la principauté, celle que recherchent les gens qui viennent ici. Donc il faut continuer dans ce sens-là, il ne faut pas en avoir honte, au contraire. Mais après, voilà, les incidences qu'il y a derrière, c'est effectivement celles qu'on connaît. Mais, est-ce que en tant que... Alors après, on parlera des autres aspects de ton quotidien, mais est-ce qu'en tant que président du Conseil national, est-ce que tu l'as déjà constaté en recevant des correspondants étrangers ou en allant à l'étranger? Est-ce que tu as déjà constaté ça? Cette espèce de perception qui n'est pas tout à fait réaliste de ce qu'est Monaco. Ceux qui ne sont jamais venus ici ne connaissent pas Monaco et ont une image complètement écornée. Et quand on explique les spécificités de la place monégasque, déjà, ne serait-ce que le régime, un régime non parlementaire. Alors ça, c'est le régime, alors là, vraiment, ça, 9 fois sur 10, les gens ne connaissent pas. Non, tout à fait. Et en fait, le fait d'être un régime non parlementaire, avec un gouvernement qui est nommé et pas élu, et le Conseil national qui est la vraie représentation démocratique, finalement, quand il faut expliquer comment ça fonctionne, ils se disent tiens, finalement, c'est pas mal parce que le Parlement a des pouvoirs supplémentaires à ce qu'ont dans les autres, ce qu'ont les autres États qui reposent sur la majorité finalement du gouvernement. Le gouvernement repose sur la majorité du Parlement. Donc, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, ici, c'est la recherche du consensus dans l'équilibre. Pour moi, c'est la Constitution et c'est un régime qui nous correspond bien. Oui, c'est un régime institutionnellement équilibré. Ah, totalement. Ouais. Totalement. Et qui nous pousse finalement sans cesse à la discussion, à rechercher des solutions. Ouais, d'ailleurs, là, sur tes premiers mois de mandat, en tant que président, pas en tant qu'élu, mais élu président, alors, les observateurs se sont accordés à dire que tu avais une approche quand même plus constructive que ton prédécesseur ou ta prédécesseuse, je ne sais pas comment on féminise le mot. En tout cas, que le Conseil national opérait un virage qui était plus constructif. Tu as eu ce sentiment ou pas ? Totalement. Alors, j'ai essayé de le faire avec Pierre Dartout, puisqu'il y avait un dialogue qui était totalement rompu entre la présidente et le ministre d'État à l'époque. Donc, dès que je me suis installé, même de lui-même, il a dit qu'effectivement, ça lui permettrait de pouvoir à nouveau discuter avec le Conseil national, ce qui n'était plus le cas. Je ne sais pas pourquoi. Je veux pas jeter les responsabilités sur ma prédécesseur, parce que quand je vois ce qui s'est passé derrière, je pense que on peut pas la rendre responsable de ça, parce que au final, j'ai vu que le dialogue était quasiment impossible, quoi. On a essayé de discuter, on m'a menti, clairement, et on arrive à une semaine du vote du premier budget rectificatif, le vote de printemps. On me dit tout va bien, l'opération intermédiaire, on va vous la présenter la semaine prochaine. On nous a fait 3 réunions dans lesquelles on nous annonce le centre commercial de Fontvieille. Et les projets, on nous montre des plans 3D, des visuels de ce que va être le projet, et puis on arrive à une semaine du vote du budget rectificatif, et on nous dit finalement on a un problème sur le centre commercial, on est obligé de repartir à zéro, et l'opération intermédiaire, on a un problème de maîtrise du foncier. À Monaco, c'est compliqué de construire, donc il y aura pas on n'a rien à vous présenter. Il faut rappeler que ce budget rectificatif de printemps n'a pas été demandé par le Conseil national, a été proposé par le gouvernement pour obtenir le vote du budget primitif 2024, donc en décembre 2023, parce qu'il n'avait déjà pas respecté ses engagements sur ces 2 points-là. Donc on annonce ce budget, moi j'arrive, je prends la présidence quelques semaines avant, tout est censé aller bien, et patatrac, à une semaine du vote du budget, on arrive, mais comment on va faire, quoi. Et donc on a essayé de trouver des solutions, et puis voilà, là-dessus... Bon, c'était une situation alors crispée, c'est le moins qu'on puisse dire, ça c'est sûr, mais est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit là tout de suite ça va être compliqué, et 2 comment on va sortir de ça, parce qu'à un moment donné il faut quand même que Monaco fonctionne, donc tu te dis Après, on a quand même agi en responsabilité. Et quelle était l'incidence du non-vote
du budget rectificatif sur à ce moment-là. Ça n'empêchait pas l'État de fonctionner. Exactement. Voilà. Le fonctionnement de l'État n'était pas emprunté. Les lignes qui correspondaient, c'était celles qui correspondaient aux travaux du centre commercial et de l'opération intermédiaire essentiellement, si ce n'est quelques lignes à la marge. Donc il n'y avait aucune incidence sur le fonctionnement de l'État. Et ça, c'était la première chose qui était importante, c'était de ne pas nuire effectivement au fonctionnement des services. Ensuite, Pierre Dartout était déjà annoncé sur le départ, puisque le souverain avait annoncé qu'il avait été mis fin à son mandat et qu'il était remplacé, ou il allait être remplacé. Je ne sais pas si à ce moment-là on connaissait le nom de son successeur ou pas. Mais effectivement, voilà, quand on prend tous ces paramètres-là et quand on a un engagement du gouvernement qui n'est pas respecté et que cet engagement est fait dans l'intérêt des monégasques, on peut pas arriver à une autre solution que de ne pas voter ce budget rectificatif-là, qui en réalité est sans incidence. Mais c'est un geste politique fort à ce moment-là, où on a clairement affirmé que... Drôle de baptême pour un président qui arrive. Ah, ça c'est sûr, je ne m'attendais pas à ça. Mais... Est-ce que personnellement... tu étais quand même en politique depuis 2018, tu l'as dit, donc... Enfin, 2018, un petit peu avant, mais élu depuis 2018. Est-ce qu'on se prépare à ce genre d'échéance, enfin, ou d'éventualité en tout cas? Il m'est arrivé à plusieurs reprises justement de ne pas voter le budget à titre personnel, même si dans l'ensemble ça avait été voté à plusieurs reprises du fait de non-respect des engagements du gouvernement. J'avais effectivement refusé de voter certains budgets. Mais il y a peut-être une différence entre ne pas voter à titre individuel et avoir un geste politique aussi déterminant. Et puis on a quand même eu un vote quasi unanime, puisqu'à part Brigitte Bocon qui s'est abstenue, qui n'a même pas voté en faveur du budget, les 23 autres élus ont voté contre le budget rectificatif de printemps. Donc c'est bien que c'est pas moi seul qui ai été conscient du non-respect des engagements mais il y a des concertations dans ces moments-là. Est-ce que le président et les élus, qu'ils soient issus de... Alors là, en plus, c'est pas une assemblée très plurielle non plus, mais qu'ils soient issus de la majorité ou pas, est-ce qu'il y a une discussion au moins de ce qui va se passer? Systématiquement, ça avait déjà été mis en place sur la mandature précédente par Stéphane. On se concerte après les séances publiques de débat et avant la séance publique de vote, effectivement, sur quel va être le vote. Mais là, ça n'a pas fait un pli, quoi. J'ai même pas eu besoin de discuter. C'était une réunion très courte. Bien évidemment, pas très courte, parce que quand même, il a fallu analyser les enjeux et les conséquences du non-vote du budget. Je pense que ça, c'est un aspect important, parce que pour ceux qui nous écoutent, ça symbolise le poids de l'acte de vote, en fait. Tout à fait, Ça, c'est sûr. Donc oui, on n'a pas fait ça comme ça, on a pris ça à la légère en disant le gouvernement n'a pas respecté ses engagements, on ne vote pas le budget. Imaginons qu'il ne respecte pas ses engagements sur des points que vous n'estimiez pas cruciaux, vous auriez pu voter quand même ou pas? C'est une question d'équilibre. Ouais. On est conscient qu'on ne peut pas toujours tout obtenir. Mais après, ça reste, si on n'obtient rien, alors que ce sont des demandes qui sont légitimes et qui sont dans l'intérêt des monégasques qui nous ont élus, oui, on serait capable de ne pas voter un budget. Après, si on obtient une partie des éléments qu'on demande, qu'une partie n'est pas obtenue, c'est là qu'il faut faire la part des choses, qui fait un tableau avec les plus d'un côté, les moins de l'autre, et est-ce que on vote ou non le budget. Et encore une fois, chacun, c'est en fonction des sensibilités de chacun. Alors, effectivement, on a une liste d'union qui intègre trois partis historiques, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, le vote n'est jamais issu des partis. C'est pas des votes partisans, ce sont des votes qui relèvent ça aussi, c'est une spécificité personnelle. Voilà, c'est chacun sur ses sensibilités, sur tel ou tel sujet, qui va voter pour ou qui va voter contre. Et voilà, dessus, je me fais c'était une garantie que j'avais apportée aux élus, c'est que chacun pourra voter librement comme il l'entend et comme il le souhaite. On essaie d'avoir quand même un débat en amont pour discuter des pour et des contre, mais chacun est libre de voter comme il l'entend. C'est ouvert comme débat. Pardon, moi je te pose des questions béotiennes, mais j'imagine que pour les gens c'est important de savoir aussi. C'est ouvert? Alors moi je suis totalement, c'est ce que j'ai voulu appliquer, c'est la transparence. Donc je leur donne toutes les informations dont je dispose pour qu'ils puissent voter librement. Tu veux dire que ça n'a pas toujours été le cas, c'est ça? Non.
peut-être la situation qui me conduit là où je suis aujourd'hui. Mais effectivement, on a quand même... voilà, moi j'essaie d'être le plus transparent. Tous les courriers sont transmis aux personnes intéressées par les différents sujets. Et là encore, voilà, sur le vote d'un budget, en fonction de ceux qui sont plus attachés au logement, ils vont être plus attentifs aux questions du logement. Ceux qui sont plus attentifs à l'économie vont être plus attachés aux questions budgétaires. Ceux qui sont plus attachés au commerce, d'autres à la qualité de vie. Voilà, c'est en fonction Corinne, de ce qui si tu nous écoutes. Oui, mais pas que. Pas Nathalie, que, Jade, Karen sur la mobilité. On a Michael Palmaro, Balthazar Sédou sur la priorité nationale. On a Christophe Bricot, Jean-Louis Grinda, Franck Julien sur les questions économiques. Voilà, chacun dans leur domaine plus ou moins spécifique, on va dire, même si ça reste général et qu'on intervient sur tous les sujets. Mais en fonction des sensibilités de chacun, voilà, et c'est ça qui fait le vote du budget. C'est un équilibre entre ces différents sujets-là et les avancées que l'on obtient. Si on obtient des avancées sur trois points et pas sur le quatrième, ceux qui sont intéressés par le quatrième vont voter contre, mais tous ceux qui sont intéressés davantage par les trois autres points vont voter pour. Et c'est ce qui fait qu'on doit rechercher dans le consensus à avoir un maximum d'éléments en faveur pour avoir le maximum de votants, et que c'est le gouvernement qui doit faire des concessions aussi. Ou des propositions. Ou des solutions alternatives. Après, on n'est pas des ayatollahs non plus, on n'a pas la science infuse. Et si des solutions que nous souhaitons sont remplacées par d'autres solutions qui permettent de trouver une réponse à un problème donné, pourquoi pas? On est prêt à les examiner et à voir ce qu'il en est. Le but, c'est de faire avancer les choses. Le monde évolue, la société évolue. On arrive dans une situation où il faut que le droit évolue, il faut que les mentalités évoluent et le fonctionnement aussi. Je t'écoute et justement, ça me fait penser, tu dis le monde évolue, la société évolue. Moi, j'ai relu, en préparant cet entretien, j'ai relu une interview que tu avais donnée à nos confrères de Nice Matin en disant « Je m'inscris dans la continuité de Stéphane Valéry ». Est-ce que tu trouves que, ça a beaucoup évolué depuis, parce que maintenant ça fait quand même plus de 3 ans qu'il a quitté l'Assemblée. Est-ce que ça a beaucoup évolué? Est-ce que les relations institutionnelles avec le gouvernement ont évolué ou pas? Il y a une question de personne aussi, et une manière d'approcher les négociations, puisqu'au final, ce sont des négociations. Et on se retrouve dans cette situation-là où il y a une approche personnelle aussi. Et il y a une approche personnelle sur Stéphane qui va peut-être négocier différemment, ou avec Brigitte, ou moi-même. On n'a pas la même approche à la base, mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, là où je m'inscris dans la continuité de Stéphane, c'est de s'intéresser effectivement au sujet majeur qui intéressent les Monégasques, qui ont voté pour nous et qui attendent qu'on les représente et qu'on défende leurs intérêts. Ce qui n'est pas le cas du gouvernement qui, lui, est nommé. Donc, c'est ce qu'il faut obtenir. Oui, après, le gouvernement est à la tête d'une institution, enfin d'une organisation, parce que c'est une institution, mais une organisation qui est majoritairement composée de Monégasques aussi. Donc, oui, tout à fait. Je ne dis pas que le gouvernement travaille contre l'intérêt des Monégasques, bien au contraire. C'est pas ce que je dis non plus. Mais c'est pas la même représentativité en tout cas. Exactement. Voilà. Nous, la responsabilité, elle est devant le peuple monégasque, et c'est la sanction, c'est les élections du mandat suivant. Donc, oui. Est-ce que Et ça, oui. Et après, le pouvoir aujourd'hui est concentré à 80, on va dire 70-80% dans les mains du gouvernement. Le seul pouvoir du Conseil national, c'est le non-vote du budget, ou d'une loi, ou d'un texte. Ça peut compter. Et après, tout à fait. Et après, c'est la communication. Donc voilà. Et ça, c'est sûr que moi, étant novice en politique en 2018. Forcément, d'avoir Stéphane à la tête du Conseil national, qui a quand même fait ses preuves sur les avancées qu'il a pu obtenir par le passé, ça reste effectivement la nécessité de s'inscrire dans la continuité. Et puis aussi dans la continuité dans les pratiques, mais également sur les idées, notamment sur l'accord d'association avec l'Union européenne. Voilà, avec l'Union européenne. C'est les sensibilités qu'on avait pu avoir à la base, bien que le texte avait été mis de côté au moment où moi j'ai pris la présidence, mais effectivement, ce sont des sensibilités importantes. Là où je pense l'évolution majeure qui est intervenue au cours de ces 3 dernières années, c'est sur le poids de l'international. Où effectivement, aujourd'hui, on est obligé de se déplacer le rapport Monneval, davantage, effectivement, et on est obligé de faire connaître les spécificités, parce que on est sanctionné par ces institutions à l'international. Monneval est issu du Conseil de l'Europe. On a tout intérêt à aller à Strasbourg, faire connaître nos spécificités, faire une sorte de marketing de la principauté. Enfin, le marketing, c'est pas... mais expliquer ce qu'est la principauté, qui est
qui a des spécificités qui le rendent tellement différent des autres pays qui composent le Conseil de l'Europe qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Et donc pour moi, c'est un travail très important. Donc on voyage davantage, il y a beaucoup plus de travail à l'étranger. D'autant plus, là, alors on vient de fêter, en tout cas de célébrer ou de marquer les 20 ans de l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe. Et puis surtout, on se prépare à présider le Conseil des ministres en 2026, pendant 6 mois. Est-ce que, bon, c'est pas l'Assemblée parlementaire, mais il y a quand même une entité Monaco, ou en tout cas la représentativité de Monaco qui s'inscrit dans ce mouvement. Est-ce que, quand tu découvres Strasbourg et le Conseil de l'Europe, est-ce que tu sens tout de suite ce besoin d'expliquer Monaco, ou en tout cas d'occuper la chaise, comme on dit? Alors moi, j'ai été sur la mandature 2018-2023, j'étais essentiellement concentré sur les questions textes juridiques et sur les textes ici, en principauté. Et en 2023, on avait déjà un pré-rapport sur le blanchiment qui s'annonçait pas bon. Donc il a fallu mettre l'accent, et avant de prendre la présidence, j'étais déjà effectivement membre de la délégation monégasque à l'Assemblée parlementaire du Conseil d'Europe, et c'était la nécessité d'aller là-haut. C'est pour ça que nous avions nommé à l'époque Christine Pasquier, Régis Bergonzi et moi-même, outre Béatrice Fresco, qui je crois ça fait 15 ans qu'elle est à l'Assemblée parlementaire, donc elle connaît le fonctionnement de l'institution, elle connaît énormément de monde sur place, mais voilà, nous avions décidé à ce moment-là de faire monter les juristes pour expliquer les spécificités du droit monégasque, de la constitution monégasque et de la principauté, notamment au regard de l'évaluation monévale. C'était l'idée. Et pour moi, c'est essentiel aujourd'hui. Donc, on voyage davantage que ce qui se faisait avant. On met davantage l'accent là-dessus, avec aussi des interventions qui sont prépondérantes pour faire connaître ces spécificités. Ce que tu es en train de me dire, c'est que le président du Conseil national aujourd'hui est plus présent à l'international que ce qu'il aurait pu être précédemment. Mais, alors quand on a sur un vote par exemple à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, on a 2 voix. Je crois que sur près de 200 quelques voix. Ouais. Donc on pèse rien. Un pays comme la France, je crois que c'est 26 voix. Donc c'est pas le même poids. C'est pas la même incidence, oui, ça c'est sûr. Tout à fait. C'est pour ça que dans le cadre de l'Assemblée parlementaire, la conférence des présidents des parlements de petits États qui s'est déroulée à Malte, moi j'ai fait la proposition qu'on se réunisse plus régulièrement, qu'on officialise davantage nos travaux, et surtout qu'il y ait une vraie concertation sur les questions qui intéressent l'un ou l'autre des États, et que les États finalement s'engagent à communiquer davantage entre eux au moment des votes qui intéressent l'un d'entre eux. Ce qui permet d'avoir l'appui des autres petits États qui sont au sein du Conseil de l'Europe. De faire grimper le poids avec les petits. On arrive effectivement on arriverait à 26 voix. Donc avec ces 10 pays de cette conférence, les 10 petits États, on arrive effectivement avec le poids d'un gros pays. Donc ce travail-là, il faut le faire sur place. Donc je suis allé à Malte à cette conférence. Nous avons créé, donc le président du Parlement d'Andorre a suivi le pas. Donc de suite on a discuté, on vient de créer un groupe là en mois de décembre, un groupe d'amitié entre le Parlement de Monaco et celui d'Andorre, justement pour œuvrer ensemble et travailler ensemble à la mise en place de ces pratiques-là. Malte également, le président maltais où nous trouvions a également relevé l'intérêt de fonctionner comme ça. Donc je pense que pour la prochaine conférence qui a lieu au mois de juillet à Chypre, on va essayer de mettre ça en place pour pouvoir le faire et le mettre en application par la suite. Et le fait que ces pays-là soient eux-mêmes, alors Malte, ils sont à l'intérieur de l'UE déjà depuis, mais Andorre est sur un processus d'association qui est plus avancé que le nôtre, il me semble, enfin en tout cas puisque nous, les négociations se sont arrêtées actuellement. Mais est-ce que le fait qu'eux, vis-à-vis de l'Union européenne, ils aient une autre position, je sais que le Conseil de l'Europe n'a rien à voir, mais ils aient une autre position que nous, est-ce que ça change quelque chose dans nos relations avec eux ou pas ? Alors, encore une fois, que ce soit Andorre, Monaco ou Saint-Marin, l'accord d'association a été négocié autour des intérêts et des spécificités de chacun des trois pays. Ouais. Mais dans un seul et même accord. Pour moi, c'était la difficulté, ça a été une erreur. C'est essentiellement... Bon, c'était le mandat du Conseil des ministres européens. C'est eux qui avaient choisi ce cadre-là, mais c'était essentiellement le point
qui rendait les choses compliquées, c'est qu'on ne pouvait pas unir les 3 cas sous une même ombrelle. Enfin, c'était compliqué, en tout cas. Les 4 piliers, hein, notamment la liberté d'installation. C'est ça. Qu'elle soit au niveau de la résidence ou au niveau des entreprises. Andorre n'a pas les mêmes spécificités. Ouais. Saint-Marin non plus. Saint-Marin, ce qui les intéresse, c'est plutôt l'aspect de la réglementation bancaire. C'est la réglementation bancaire, et Andorre, c'est plutôt la fiscalité et les tabacs. Donc voilà, chacun a ses propres intérêts. Nous, c'est le contrôle des installations. Voilà. Parce que nous, les tabacs, c'est pas foncièrement notre... Et le passeport bancaire européen, en fait, c'est un aspect qu'on... Alors, on l'a pas de fait, mais avec lequel on peut travailler, puisqu'on est quand même... Il faut peut-être là aussi préciser à tous ceux qui nous écoutent, c'est que la place financière, elle est déjà contrôlée par la France. Enfin, contrôlée. C'est un mot très schématique, hein, mais... Non, c'est le cas, hein, du fait, c'est vraiment le cas, puisque la réglementation bancaire s'applique en partie sur le territoire monégasque. C'est une des spécificités du droit bancaire, c'est que du fait de l'accord monétaire et du fait de la convention, je ne sais plus laquelle, entre la France et Monaco, une partie du droit bancaire s'applique en principauté de Monaco. C'est ça. Donc, de ce point de vue-là... Et les établissements bancaires monégasques sont sous l'égide de la Banque de France. Donc, Tout à fait. Donc, Andorre, aujourd'hui, l'accord, finalement, les discussions autour de l'accord se sont terminées. Donc, l'accord a été finalisé et aujourd'hui, il est soumis à la signature des États et de l'Union européenne, puisque c'est la Commission européenne qui avait reçu mandat de l'Union européenne pour négocier avec les petits États. Donc, l'accord est finalement aujourd'hui rédigé, mais aujourd'hui, c'est quelle est la nature juridique de l'accord ? C'est cette question-là qui se pose, à savoir, est-ce que c'est l'Union européenne qui doit signer l'accord au nom des 26 États, ou est-ce que c'est chaque État qui doit signer individuellement l'accord ? C'est-à-dire que pour qu'il entre en vigueur aujourd'hui, l'accord doit être... alors, soit c'est l'Union européenne... Il y a des discussions aujourd'hui qui ont lieu au sein même de l'Union européenne. Si chacun des pays... Ce que tu me dis, c'est qu'on revient à une espèce de pluribilatéral, quoi. Exactement. Et c'est là où... Alors que l'Union européenne disait, nous ne voulons plus d'accords bilatéraux avec des pays membres. Mais là, ce que tu me dis, c'est qu'en fait, si chaque État membre doit signer un accord, ça revient à du bilatéral, quoi. Oui, puisque si un des 26 ne signe pas, c'est ça. L'accord devrait être revu. C'est pas un accord cadre, du coup. Donc aujourd'hui, on se retrouverait avec, si c'est le cas, je sais pas, hein, aujourd'hui, on est beaucoup plus loin de tout ça, mais si c'est le cas, ça veut dire qu'il faudra plusieurs années avant que l'accord soit signé par les 26 de l'Union européenne, et donc n'entrera pas en vigueur dans les États. Que sont Andorre ou Saint-Marin. Donc aujourd'hui, ils sont dans une situation qui est quand même assez délicate. S'il y a une signature de l'Union européenne, ça peut intervenir beaucoup plus rapidement. Et là, Andorre soumettra l'accord à un référendum de la population. C'est ça. Donc il peut encore y avoir un accord sur la signature qui ne soit pas validé par la population. Par la population andorrane. Et donc de ce fait, que Andorre finalement ne signe pas l'accord, et que Saint-Marin qui finisse... Est-ce que moi j'entends bien, et puis j'avais entendu aussi, je pense que nous étions nombreux à avoir entendu le Conseil national dire de toute façon, si jamais il y a projet d'accord, il sera soumis à notre examen, puisque ça fait partie des missions, des rôles institutionnels du Conseil national que de valider ce genre d'accords internationaux. Mais est-ce que tu comprends ceux de Monaco qui pensent néanmoins qu'une relation avec l'Union européenne est nécessaire ? Ah, mais j'en suis convaincu, mais pas autour des 4 piliers. Et d'ailleurs, alors moi, quand j'avais suivi également en 2019-2020 l'évaluation du 4e cycle du Gréco, et notamment sur la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs. Et déjà dans ces discussions-là, il y avait quelques points qui mettaient en exergue le fait que les spécificités de l'Union européenne n'étaient pas applicables en principauté de Monaco du fait de ces spécificités. Ce que tu veux dire, c'est que c'est pas implémentable intrinsèque. On peut pas dire c'est rouge, on va le mettre rouge à Monaco, ça va marcher, quoi. Mais pire que ça, c'est qu'au-delà du Gréco, c'est que ensuite en ayant participé aux travaux de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, j'ai eu accès à un document qui était le rapport d'examen post-adhésion de la principauté de Monaco au Conseil de l'Europe, qui date de 2012 ou de 2013. Et dans ce rapport-là, le Conseil de l'Europe fait le constat que Monaco ne pourrait pas devenir membre de l'Union européenne
parce que les 4 piliers ne sont pas conformes avec les spécificités de Monaco. Il faudrait que Monaco change ses pratiques. En tout cas, ce qui nous semble. Voilà. Et notamment au niveau de la priorité nationale, pour permettre l'application des 4 piliers. Et que déjà, en fonction de ça, il y avait quand même une difficulté sur l'application de la Convention européenne. Et qui mettait en exergue la difficulté de Monaco des spécificités monégasques d'être compatibles avec les spécificités de l'Union européenne. C'est finalement ce que nous avions soulevé lors de la campagne de 2018, les années suivantes, quand nous avons suivi les travaux de la négociation avec l'accord d'association, et c'est ce que nous avons toujours dit. Et au final, c'est la conclusion à laquelle la Commission est arrivée 8 ans après pour dire, aujourd'hui, les spécificités ne sont pas conciliables avec les 4 piliers de l'Union européenne, notamment la libre installation, et de ce fait-là, on n'arrivera pas à un accord sans que Monaco change sa constitution, ce qui avait toujours été affirmé, que Monaco ne changerait pas sa constitution pour pouvoir adhérer à un accord d'association. Parce que c'est important, ça, parce que je pense que il faut que ce soit bien présent à l'esprit de tous, c'est que Monaco n'a pas unilatéralement interrompu les négociations. C'est qu'à un moment donné, tous les gens autour de la table, Commission européenne compris. Mais c'est la Commission européenne elle-même qui a mis fin à ces négociations. Là, c'est plus possible, de toute façon, on ne trouvera pas d'accord. À partir du moment où le prérequis de Monaco, c'est de ne pas changer sa constitution, ce qui est quand même compréhensible. Donc du coup, s'ils ne veulent pas changer leur constitution, on n'aura pas d'accord. Oui. Sans compter que l'accord lui-même, du fait de l'article 14 de notre Constitution, aurait dû être soumis à une loi de ratification signée par votée par le Conseil national. Vu les sensibilités des conseillers nationaux en 2018 et aussi en 2023. Alors là, avant que l'arrêt des négociations soit annoncé, il y avait quand même eu des prises de parole assez fortes des élus qui disaient de toute façon il faudra qu'on ratifie et en l'état actuel on ne ratifiera pas, quoi. Donc c'était à peu près connu. Enfin, c'était politiquement assez clair quand même. Et le négociateur de la Commission européenne, Šefčovič, était venu en principauté de Monaco. J'avais dit, mais si vous persistez à ne pas vouloir transiger et à ne pas vouloir faire de consensus et de concessions sur l'application des 4 piliers, je vous le dis de suite, votre accord, on le ratifiera pas. Donc il n'entrera pas en vigueur. Il était reparti quand même assez conscient de la difficulté. Et c'est suite à ça, quelques mois après, c'est lui qui a décidé de mettre fin à ces discussions-là. Et je pense qu'il a pris... Déjà, il est venu à Monaco. Et il a vu ce que c'était Monaco. Bon, c'est à son crédit. Tout à fait. Et je pense que c'était important quand on voit que le territoire, finalement, on voit les 4 frontières, qui sont la mer et celle... Et les 3 terrestres. Voilà, Andorre, c'est beaucoup plus vaste. Saint-Marin, je ne suis jamais allé, mais... Puis le modèle politique n'est pas le même. Enfin, les institutions ne sont pas les mêmes. Exactement. Parce que tu parles de Saint-Marin, il y a quand même un coprince. Enfin, non, c'est Andorre, je crois, qui a un coprince. Oui. C'est le chef d'État d'un autre État. Les choses sont quand même complètement différentes. Tout à fait, mais aujourd'hui, nous, les spécificités, c'est ce que nous avons défendu, c'est que si aujourd'hui il n'y a plus de contrôle des installations des résidents, s'il n'y a plus parce qu'à un moment donné, on nous parlait quand même de rendre les appartements domaniaux accessibles aux étrangers, pour supprimer la priorité nationale qui est inscrite dans la Constitution. Là... ce jour-là, je m'étais mis à rire en disant si vous faites ça, c'est sûr et certain que nous n'aurions pas d'accord, que nous ne signerons pas d'accord. Tu crois que ça a été sérieusement envisagé par l'exécutif? Bon, je te parle pas de l'équipe de négociation, je peux pas me prononcer, mais tu crois que l'exécutif a sérieusement envisagé ça? Alors, le négociateur monégasque, Gilles Tonelli notamment, en tête, a défendu la priorité. Défendu cette position. Il y a eu des propositions, oui, tout à fait. C'était quelque part son mandat, à mon sens, puisque son rôle, c'était d'expliquer qu'à Monaco, il y a priorité nationale et que il faut défendre la priorité nationale et qu'on peut pas y renoncer. Et c'est un fait, en fait. Puisque si demain, on permet à tous les étrangers qui ont une puissance financière plus importante que les monégasques, qui ne sont pas les plus riches de la principauté, de venir s'installer à Monaco en mettant de l'argent, les monégasques ne pourraient pas rivaliser. Les monégasques qui iraient faire des études à l'étranger ne pourraient pas revenir sur leur territoire, et il n'y aurait plus de population monégasque à Monaco. S'il n'y a plus de population monégasque à Monaco, il n'y a plus Monaco. C'est une des composantes de l'État. Oui, il n'y a plus Monaco, il faut 2 éléments. Il faut des monégasques, il faut un prince. Enfin, en tout cas, une femme princière. Souvent, et un territoire. Mais s'il n'y a plus la population monégasque derrière,
Ouais, non, il n'y aurait plus de principauté. Enfin, il y aurait plus. Voilà. Donc pour moi, c'était pas envisageable de signer cet accord-là autour des 4 piliers. Maintenant, pour revenir à ta question, l'intérêt, il existe, et notamment, il y a intérêt pour certaines activités, notamment l'accès au marché européen. Oui, mais ça, on peut le faire uniquement dans un accord commercial. Tu veux dire ? Alors, pas forcément sectoriel, mais un accord de libre-échange, par exemple, qui concerne que les aspects commerciaux. Et notamment, l'Union européenne l'a fait avec le Maroc assez récemment, il me semble. Ouais. Donc, c'est que ça se fait. C'est un pays en dehors du territoire de l'Union européenne. Nous, c'est vrai qu'on est imbriqués. C'est ce qui a conduit l'Union européenne à vouloir discuter avec les petits États qui sont imbriqués dans les frontières de l'Union. Mais pourquoi pas signer un accord de libre-échange qui aurait une nature commerciale et là qui présenterait un intérêt pour la principauté. Bon, ça, c'est une orientation dont on comprend que c'est un point important de ta mandature, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects aujourd'hui dans la politique monégasque, au sens vraiment, qui entrent dans tes priorités ? Après, ça reste les sujets majeurs, parce que là, le Conseil national conduit une consultation, vous avez conduit très récemment une consultation ouverte à tous les monégasques, avec un système assez ingénieux d'ailleurs, de questionnaire où il fallait répondre avec un code pour s'identifier, etc., et qui était quand même anonyme, mais qui permettait de vérifier que c'était bien la personne à qui on avait envoyé le courrier. Donc c'était assez ingénieux comme système. Vous avez présenté les résultats. Dans les résultats que tu as présentés, il y a quand même des grosses tendances. Tout à fait. Alors là-dessus, sur les priorités, c'est effectivement, ce sont les sujets classiques, le logement. La priorité nationale. Ce qui arrive en deuxième, c'est la santé. On s'aperçoit aussi que aujourd'hui la santé préoccupe les gens et c'est le cas dans le pays voisin aussi. Donc le système de santé aujourd'hui est bon en principauté de Monaco, mais ce qui ressort de la consultation, c'est l'accès aux soins et notamment le nombre de praticiens. Alors le gouvernement nous oppose que le nombre de praticiens en principauté est conforme à la population et avec la moyenne des autres pays européens. Mais bon, nous on a quand même tout le bassin des Alpes-Maritimes qui vient consulter les médecins monégasques. Donc ce chiffre est faussé de ce fait-là. Mais moi j'ai entendu Christophe Robino parlait de réinvestir la ville, de réinstaller des cabinets de médecins de ville, etc. Alors tu me diras, bon, c'est déjà bien d'y penser, et encore faut-il arriver à le faire, quoi. Ça fait certainement partie aussi des préoccupations. Tu as eu l'occasion d'en parler avec lui ou pas ? Non ? Oui, tout à fait. Ça a été abordé lors du dernier budget. Alors, nous avions proposé les maisons de santé qu'il a dénigrées publiquement. Et je lui ai rappelé que en faisant référence aux maisons de santé en France, dans les déserts médicaux, qui ont un aspect négatif par le fait que finalement, c'est les gens qui n'ont pas accès aux soins ou qui n'ont pas d'argent qui vont dans ces établissements-là. Ce que nous avons appelé la maison de santé est une chose différente. Finalement, ce sont des locaux dans lesquels de jeunes médecins peuvent venir s'installer beaucoup plus facilement en principauté de Monaco du fait des difficultés d'accès aux locaux, la cherté des loyers. Parce que c'est un peu ça qui t'arrête. Quand tu es... Alors, toi, avocat ou etc., avant de t'installer, de dire j'ai besoin d'une surface de X mètres carrés, tu vois combien ça te coûte par mois, quoi. C'est quand même... Et quand on s'installe, on n'a pas forcément les moyens de prendre des locaux, de payer les 3 mois de loyer d'avance, de payer les 3 mois de caution, de payer les 10% de frais d'agence. C'est un investissement. Et quand on est jeune, qu'on sort de ses études et qu'il faut s'investir en principauté de Monaco, c'est la difficulté. Donc c'est ce que nous proposions, nous, c'est de faire venir des gens et des médecins en principauté de Monaco pour pouvoir les autoriser ici à travailler, mais en leur donnant des moyens de travailler rapidement et de permettre de trouver une solution. Encore, comme je disais tout à l'heure, s'il y a d'autres solutions qui sont envisagées par le gouvernement, tant mieux. Nous, l'objectif, finalement, c'est de permettre à l'ensemble de la population monégasque, pas forcément les nationaux, mais les résidents, mais également les gens qui vivent en principauté, qui travaillent en principauté de Monaco, ou qui Oui, en fait, ce que tu dis, c'est que ceux qui font Monaco sont bien plus nombreux que sa population. Tout à fait, mais qui puissent avoir accès aux soins, parce que le fait que tout le monde ait accès aux soins, il y a un médecin, et ça se comprend, il y a le serment d'Hippocrate derrière qui l'oblige à recevoir les patients, et le médecin ne fera pas de distinction entre un patient monégasque et un patient étranger, et c'est normal. Donc il faut permettre d'augmenter
augmenter aujourd'hui le nombre de médecins pour pouvoir permettre à tout le monde, pas que les nationaux, d'avoir accès aux soins dans des délais qui sont courts. Quelqu'un qui a une maladie grave et qui doit être soigné rapidement, pas se permettre d'attendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors après, les médecins jouent le jeu quand ils voient la gravité de la situation. J'ai pas de doute sur le fait qu'ils vont accélérer la délivrance d'un rendez-vous, mais c'est quand même un peu le parcours du combattant pour certaines personnes, ou certaines personnes qui n'osent pas. En pédiatrie, sur les enfants, hein, chaque parent qui a des enfants en principauté de Monaco, c'est pas le nombre de pédiatres qu'il y a à Monaco et même aux alentours qui permet d'avoir un accès rapide. Effectivement, et c'est difficile pour la santé de nos enfants. Donc pour nous, c'est une question prioritaire. Et c'est ressorti dans le cadre de la consultation. Effectivement, si la qualité des soins, notamment au CHPG, même IM2S ou le centre cardio-thoracique est bonne, c'est quand même la difficulté d'obtenir des rendez-vous chez un médecin, et notamment chez un spécialiste. Chez un spécialiste, ouais. Donc après, la maison de santé telle que nous l'avons proposée, c'est un fait. Si le gouvernement et Christophe Robineau ont des solutions alternatives, pourquoi pas ? Voilà, nous, l'objectif, c'est qu'in fine, on trouve des solutions pour répondre à cette difficulté-là et qu'on puisse satisfaire les monégasques. C'est un élément important. Ouais. Sur la santé, et je sais que c'est un sujet compliqué, mais sur la santé, il y a eu la résurgence d'un dossier qui est quand même important, c'est celui de l'interruption volontaire de grossesse, enfin ce qu'on appelle l'avortement, qui a été... Alors, est-ce que c'est une surprise pour toi d'avoir vu que c'était un sujet qui finalement sort... Alors, moi, je vais dire sortir du lot, parce qu'il est clairement identifié quand même. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est une évolution de la société. Ouais. On le voit, la France a inscrit l'IVG au sein de sa constitution. Ouais. C'est une réalité aujourd'hui, malheureusement. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut déresponsabiliser les gens non plus. C'est pas parce que demain on permettrait de pratiquer l'IVG en principauté de Monaco, déjà qu'il faudrait le banaliser, qu'il faut banaliser ça, et que les gens ne doivent pas avoir une responsabilité là-dessus. Et je pense notamment aux jeunes. Je pense qu'il y a quand même l'éducation qui doit être faite effectivement autour de la sexualité et des moyens de contraception. Ça, c'est le premier point à mettre en œuvre, et on peut pas s'en priver. Mais il existe des situations où aujourd'hui, si la pratique de l'IVG existe à quelques centaines de mètres de chez nous, c'est pas le cas en principauté de Monaco. Mais pour autant, on connaît cette pratique-là, puisqu'elle est au moins en partie remboursée par les caisses sociales de la principauté. Il y a quand même un problème, c'est que d'un côté, on reconnaît la pratique et la nécessité de la reconnaître, mais par contre, le code pénal l'interdit, notamment pour les médecins. Je veux dire, donc, voilà, il y a donc là-dessus, effectivement... Un peu ambigu, quoi. On n'avait pas de doute sur le fait que la majorité des répondants allaient être plutôt favorables à l'IVG. Par contre, ce qui nous a surpris, c'est l'importance du résultat, puisqu'on arrive à 82% des personnes qui sont favorables ou plutôt favorables à la mise en place de l'IVG en principauté de Monaco. C'est une question de société, et on est dans un État moderne. Si on veut rester un État moderne, il faut s'adapter à ces questions de société. Sur l'IVG, je me suis engagé effectivement à ce qu'on dépose une proposition de loi dans les semaines à venir. On est en train effectivement de travailler dessus pour s'adapter aussi aux spécificités de la principauté de Monaco, qu'on ne peut pas renier. Et c'est la religion d'État catholique. C'est pas une matière qui est simple. On parle de la dignité humaine, c'est ça. De la dignité du corps de la femme, également de celle du fœtus. Et donc il y a des questions juridiques, il y a des questions de droit là-dessus. La question est complexe, mais c'est pas parce que la question est complexe qu'on n'arrivera pas à trouver les solutions. Il y a un engagement aussi de ceux qui travaillent sur ce projet de loi au sein des élus. On a constitué un groupe de travail pour travailler sur cette question, oui. Il y a des travaux qui ont débuté. On regarde ce qui se fait ailleurs également. Oui. Après, encore une fois, il suffit d'un seul élu pour déposer une proposition de loi. C'est pas parce que nous déposons une proposition de loi que l'IVG va être légalisée demain en principauté de Monaco. Déjà, nous allons c'est ça, il faut la transformer. Nous allons déposer un texte. Il faut que le gouvernement derrière le transforme en projet de loi. Ouais, c'est ça. Là, je me suis trompée, j'ai dit projet, puis j'ai rectifié proposition, parce que le mot a une importance. Oui, dans proposition, ce cas-là, oui, c'est le Conseil national qui le pose sur la table. Projet, c'est soit directement le gouvernement qui pose sur la table, soit le gouvernement qui transforme une proposition et qui donc le soumet au vote. Enfin, je dis ça schématiquement, mais c'est à peu près ça, pour que les gens comprennent la différence.
Effectivement. Donc nous allons déposer une proposition de loi. Ensuite, derrière, le gouvernement prendra la décision dans les 6 mois de le transformer ou non en projet de loi. Et ensuite, disposera encore de 12 mois pour nous transmettre un texte finalisé. Donc c'est en ça que nous devons agir assez rapidement si nous voulons arriver avant la fin de la mandature à pouvoir voter ce texte. Donc nous allons déposer ce texte-là dans les semaines à venir. Mais encore une fois, voilà, c'est pas pour autant que le texte derrière sera transformé et que l'IVG sera légalisé en Principauté de Monaco. Le processus sera encore long. Et voilà, j'espère que nous allons apporter des solutions pour y aboutir et qu'elles seront retenues par l'exécutif. Après, c'est pas pour autant qu'il faut fanfaronner. Hein. C'est pas dire oui, chouette, on va pouvoir en venir avorter en Principauté de Monaco. Enfin, non, le sens de ma question, c'était répond... plutôt de te dire, est-ce que vous avez été... Alors, tu as répondu, hein. Vous avez été surpris ou pas de le voir surgir. J'entends que non. Ce qui était surprenant, c'était la plébiscite qui était très important. On peut dire quand même, de toute façon, qu'au sein de la société monégasque, et ça, c'est d'ailleurs l'assemblée que tu présides en est un peu le symbole. Hein, il y a une résurgence du rôle de la femme, de sa position et de sa parole, quand même. Mais c'est un fait de société et pas qu'en Principauté de Monaco. Et quelque part, c'est pas une surprise. Hein. Il y a quand même une inégalité homme-femme qui est réelle dans différents domaines. C'est vrai. Pas besoin d'aller très loin. Hein. Ouais, ça, c'est non, sûr. tout à fait. Et moi, ça me pose pas de difficulté qu'effectivement il y ait davantage d'égalité. C'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi et tout accepter non plus. Voilà. J'ai visité certains pays, notamment dans le Nord, où j'ai vu certaines pratiques, et qui sont d'ailleurs un petit peu remises en question. Pas de la discrimination positive, toi. Hein. Ouais. Non, mais sur d'autres questions plus sensibles, notamment sur les genres. Oui. Voilà. On y viendra peut-être un jour, mais je pense qu'aujourd'hui, on a laissé faire peut-être trop de choses dans les pays nordiques notamment. Et d'ailleurs, certains sont en train de revenir un petit peu sur ce qui a été fait. Pas, ouais. Voilà, donc, chaque chose en son temps. Si un jour on doit y venir, on y viendra. Je pense que voilà, la question de l'IVG se pose réellement aujourd'hui. Parce que c'est un fait de société, c'est une réalité qui peut avoir un impact colossal dans la vie d'un jeune, et notamment chez les jeunes, ou même chez certaines femmes. Mais donc c'est important qu'on travaille là-dessus. C'est pas pour autant que derrière on va s'ouvrir à toutes les questions de société telles qu'elles sont évoquées aussi. Mais c'est pas pour autant qu'effectivement il faut laisser le rôle de la femme et limiter le rôle de la femme. Au contraire, pour moi je pense qu'il y a une égalité sur laquelle il faut travailler, ça c'est important. Mais bon, on n'est pas sur les mêmes sujets. Non, on n'est pas sur les mêmes sujets, mais là on parlait justement de toutes ces questions liées à la parole de la femme et à l'évolution de son rôle. Je crois qu'il y a 2 garçons, toi. C'est ça ? Un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Ah. Et est-ce que c'est déjà présent dans ton imagination quand tu te dis maintenant on va commencer à parler des choses sérieuses? Est-ce que ça fera partie des sujets? La position de l'homme et la position de la femme? Oui, je pense, parce que c'est aujourd'hui, malheureusement, et c'est une réalité, hein, la femme doit jouer davantage d'écoute pour pouvoir réussir. Donc, encore maintenant, oui. Encore maintenant, hein, mais il faut pas se cacher. Et je pense pas que ça soit normal. Et je fais partie de ceux qui pensent que la femme a souvent plus de qualité que l'homme. Ah bah ouais, mais bon, si tu me prends par les sentiments, alors, voilà. Mais c'est à un moment donné, on avait voté le texte. Par contre, c'est là où tout à l'heure tu évoquais prédécesseurs, prédécesseuses, la féminisation des titres. Pour moi, là, on en arrive, il ne faut pas tomber dans les extrêmes non plus. Et d'ailleurs, quand nous avions eu le texte sur la suppression du bon père de famille dans le code civil. Le bon père de famille, c'est une notion de pater familias qui est issue du droit romain, qui a plusieurs centaines d'années, qui a été définie par des années et des années de jurisprudence. Et là, la proposition, le projet de loi prévoyait de simplement remplacer l'expression bon père de famille par l'adverbe raisonnablement. Et moi, je m'étais opposé à ça, hein, et j'avais voté contre ce texte-là, parce que effectivement, on ne peut pas remplacer l'expression dans tout le code civil par un seul adverbe. Il faut prendre chaque situation et chaque fois où elle est appliquée, parce que la jurisprudence a une interprétation différente en fonction de ces situations-là. Et c'est le rôle du juge d'interpréter derrière cette notion ou autre. Et donc, moi, là-dessus, j'avais dit, mais si on ne peut pas remplacer, enfin, là-dessus, c'est une connerie pour parler vulgairement, parce qu'on ne peut pas laisser aujourd'hui remplacer simplement cette expression qui a été construite pendant des années et des années par la justice, par un simple adverbe. Et en fait, ce que n'avait pas vu le gouvernement, c'est que même en France, alors que ça avait été effectivement supprimé en partie, il y a certains articles où il n'avait pas pu
le supprimer parce que c'était une notion tellement vague et différente en fonction de la situation que ça devait être l'appréciation des juges. J'ai dit, si vous voulez le remplacer par la bonne mère de famille, ça ne me pose aucun problème, mais ne le remplacez pas par un adverbe unique qui va le rendre beaucoup plus restrictif que ce qu'il est dans la réalité. Et effectivement, donc le bon père de famille est resté en partie dans le code civil de la principauté. Ce dont je me rends compte quand je t'écoute, c'est que finalement, le droit, en tout cas le texte, le travail du législateur, c'est omniprésent dans notre quotidien, même si on s'en rend pas forcément compte. Heureusement, hein, parce que on est dans une situation aujourd'hui, si on n'impose pas de règles, ça serait très compliqué. Malheureusement, la vie en société est difficile, et si on ne pose pas un cadre, et même avec un cadre, certains le transgressent. Donc, c'est pas simple. Voilà. Oui. Donc c'est pas simple. Donc on est obligé effectivement de vivre avec le droit. J'étais pas très bon élève à l'école. Ce qui n'est pas forcément. Non, j'ai pas. Voilà, mais. Si tu savais le nombre de gens qui se sont assis à cette place, qui sont aujourd'hui des gens de la société, des acteurs majeurs et qui n'étaient pas des bons élèves, c'est pas un critère incontournable, quoi. Non, mais c'était voilà, l'école, je m'amusais bien, je prenais le minimum, j'ai redoublé plusieurs fois. T'avais des copains? J'avais des copains, c'est sympa, mais j'ai passé mes meilleures années là-bas. Mais t'étais Albert Ier? Non, alors j'ai fait le collège Charles III et ensuite j'ai redoublé ma troisième. Quand ma deuxième, troisième, je l'ai faite à FANB et j'ai fini ma scolarité à FANB. Voilà, après après le bac, j'ai dit tiens, qu'est-ce que je souhaite faire. Moi j'aimais bien le sport, j'aime bien à l'extérieur pouvoir bouger et rester statique, c'est difficile pour moi. Donc ça c'est un autre aspect, c'est que pour ceux qui te regardent à la tribune présidentielle là, au Conseil national, on a l'impression quand même que Thomas Brézot, il y a du sang, hein. T'as toujours été comme ça, actif, très actif? Toujours, hein, j'ai fait du sport de combat pendant plusieurs années. Qu'est-ce que tu faisais, de la boxe? La boxe pied-point, oui, notamment. Ouais. Donc j'ai fait plusieurs années. Après j'ai été entraîneur, j'ai entraîné des équipes, j'ai entraîné des jeunes en compétition. Donc c'était une façon de canaliser un peu? Totalement, oui. Ouais. Totalement. Quelque part, c'est un excès d'énergie. Je suis un peu hyperactif, donc il faut effectivement que ça bouge. Voilà. Donc c'est vrai que quand j'ai dit tiens, quelles sont par rapport à ma personnalité, j'ai voulu rentrer dans la police. Et donc je me suis inscrit en fac de droit. J'ai dit autant rentrer dans la passer police, par un chemin, effectivement apprendre le droit et travailler le droit. Donc je me suis retrouvé un peu en fac de droit par hasard. Et première année, c'était un peu, on a l'histoire du droit, philosophie du droit, dur quand même, constitutionnel. Le droit comme ça donne l'impression, mais c'est dur. Hein. C'est pas des matières qui sont pratiques, voilà. Et j'ai redoublé la première année à la fac de droit. Je suis arrivé l'année suivante. J'ai cravaché in extremis pour obtenir ma première année. Là, je suis rentré en deuxième année. Et là, on fait des matières qui sont beaucoup plus concrètes. Et parallèlement, j'ai fait un stage en cabinet d'avocat sur Nice, donc j'ai assisté à des audiences. Je ne connaissais pas du tout le métier d'avocat, et c'est Frédéric Debatz qui m'a pris en stage, et je me suis retrouvé à Nice dans un cabinet. Mais dès le début, dès que j'ai vu les audiences que c'était aller au combat face au procureur ou face à un autre avocat, ou aller pour obtenir de décrocher quelque chose, et surtout la justice, quoi. Et ça, depuis tout petit, l'injustice m'a toujours déplu. Et donc finalement, je me suis aperçu que c'est ça que je voulais faire, et aujourd'hui c'est rentré dans mes gènes. Donc forcément, on retrouve un petit peu chasse le naturel et il revient au galop. Mais aujourd'hui, même si je me suis mis en retrait de mes activités d'avocat, c'est dans mon ADN. Je sais pas faire compatible. Autrement. Quand tu dis je me suis mis en retrait, c'est une question de temps, c'est une question de disponibilité, c'est une question de quoi? Il y a avant tout une question de temps. Il y a une question de temps. Le travail, les fonctions de président du Conseil national sont extrêmement chronophages. Il y a les déplacements, il y a la gestion du bâtiment, la gestion du personnel, la gestion des élus, la gestion des questions politiques. C'est tous les jours? C'est tous les jours, et la représentation aussi, où il y a énormément de représentation, en principe énormément de manifestations, ce qui nous oblige à être un peu partout, et
notamment la période septembre-décembre, avec les 2 budgets, la fête nationale, les séances législatives et tout le travail et les déplacements. Hein, on enchaîne des semaines et des semaines sans un seul jour de repos. Hein. Donc c'est extrêmement fatigant, c'est un véritable marathon hein, au quotidien. Mais il faut être présent, il faut être à la tête de l'institution pour pouvoir faire valoir effectivement l'intérêt des Monégasques. Donc voilà, mais après effectivement je ne peux pas m'empêcher de défendre ma position, de défendre la position qui est aujourd'hui celle que j'incarne, c'est celle de président du Conseil national, et donc la position du Conseil national et plus généralement les intérêts des Monégasques. C'était ça que j'allais te dire quand tu dis c'est un marathon, on fait beaucoup de choses, etc. Est-ce que dans ce marathon, dans cette organisation, est-ce que tu te sens entouré par les élus ? Soutenu, tout de suite, ça veut dire est-ce qu'ils te soutiennent mais est-ce que tu te sens entouré ? Est-ce qu'ils jouent un rôle à tes côtés quand même ? Totalement, oui. Totalement, ben heureusement. Heureusement, parce que voilà, et c'est pour ça que j'essaie d'être le plus transparent possible. Alors parfois je suis un peu maladroit dans la manière de m'exprimer, où j'essaie de voilà, c'est donc je m'en suis excusé auprès d'eux, mais parce que c'est voilà, je suis un peu impulsif, je suis un peu sanguin, même si je me soigne, mais je me soigne. Il faut c'est une qualité pour un homme politique d'être sanguin quand même. Sanguin, mais il faut quand même certain garder son sang-froid aussi. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc oui, c'est une qualité. Il faut avoir du courage déjà. Il faut, oui, ça c'est certain. J'étais pas destiné à ça du tout. Hein. Je me suis retrouvé en politique vraiment par hasard. Mais finalement, aujourd'hui, j'ai un rôle que j'ai accepté, que j'ai jamais envisagé à aucun moment. C'était pas une ambition. Totalement. Quelque part, c'est un peu ce qui fait ma force aujourd'hui. Mais ça se sent, le style Thomas Brézot, c'est un style qui a une ambition désintéressée, c'est quoi ? Je pense, moi aujourd'hui, la seule raison, la raison première pour laquelle j'ai pris la présidence, c'est l'intérêt de mes enfants. On est à une époque aujourd'hui où les choses ont évolué, le contexte général à l'international et même au sein de la principauté est assez délicat. Je ne me voyais pas aujourd'hui refuser ces responsabilités-là et laisser le pays à l'abandon, alors que moi j'ai pu bénéficier des avantages de la principauté. Et mes enfants, je voudrais qu'ils puissent en bénéficier aussi. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, ce que je fais, cet engagement-là, c'est pour mes enfants. Comme c'était le cas en 2018, et notamment pour pouvoir... il y avait une question à l'époque, que je m'étais posée, quand Stéphane m'avait proposé de rejoindre Primo, et à la base, premièrement, et ensuite d'être candidat à l'élection, puisque c'était pas prévu au départ. C'est-à-dire que quand tu arrives à Primo, c'est pas pour te présenter. Totalement. À l'époque, c'est ce qu'on avait appelé les référents. Ah oui, c'est vrai. C'était un système très... Partie des référents, il y avait d'autres avocats qui étaient pressentis pour être sur la liste et qui se sont désistés quasiment coup pour coup et au dernier moment. Donc Stéphane qui souhaitait avoir un avocat sur la liste et a fortiori un juriste, parce que dans la mandature 2018-2023, j'étais seul avocat, mais seul juriste des 24 élus. En tout cas, seul pratiquant du droit. Je crois qu'il y avait Mathilde Leclerc n'était pas élue à l'époque, mais il y avait Balthazar Sédou qui a une formation en droit, mais qui a une activité aujourd'hui de chasseur de tête, mais qui pratique pas le droit. Donc c'est vrai que la pratique du droit est un avantage pour le comprendre et pour pouvoir exercer les fonctions d'élu. Qui a une fonction législative qui est importante. C'est une des prérogatives du Conseil national. Donc Stéphane m'a demandé si je souhaitais être là. Et puis la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est de dire, bon, voilà, autour de cette question sur les discussions d'accord d'association, soit je reste spectateur et je laisse les autres faire, soit je m'engage et je vais défendre l'intérêt, ce que je pense être l'intérêt des Monégasques et donc celui de mes enfants. Et c'est comme ça que je dis, bon, ok, allez, banco, on y va. Et je me retrouve, donc ça s'est joué en 24 heures ou 48 heures parce qu'il fallait annoncer la liste. Donc voilà, un week-end de réflexion, je dis, bon, allez, on y va. Et donc je me retrouve comme ça en octobre 2017 sur la liste des candidats à l'élection de février 2018. Et puis derrière, présidence de la commission de législation et tout le travail qui s'est déroulé jusqu'au moment où effectivement Brigitte prend la suite de la présidence et certains dysfonctionnements que l'on a pu constater et la nécessité de la remplacer. Et là, parmi les élus, il fallait trouver des élus qui puissent être disponibles, qui puissent vouloir le faire,
et qui s'engage à le faire avec les conséquences que cela implique. Que l'on ne mesure pas quand on est forcément de l'autre côté et quand on est simple élu. Ça, c'était ma question suivante. C'est est-ce que tu as été surpris une fois que tu as été dans la chaise, dans le fauteuil, appelle ça comme tu veux, est-ce que tu as été surpris, de la charge, de l'emprise que ça peut avoir sur la vie de l'individu président? Alors sur la charge de travail, ça c'est pas ce qui me fait peur, ça c'est pas le problème. Mais après j'avais déjà le management, puisque au sein du cabinet, j'avais associé avec Thomas Jaccardi au sein du cabinet d'avocats, mais on avait à peu près 60 collaborateurs, 60 collaborateurs, ce qui est à peu près, je crois qu'on est 55 au Conseil national, donc la gestion humaine, bon ça je connaissais déjà, donc ça m'a pas fait poser de difficultés de ce point de vue-là, et ça m'a pas découragé. Après il y a d'autres aspects que l'on ne connaît pas, notamment la gestion du bâtiment, mais une chose qui est simple, c'est qu'il n'y a pas de personnalité juridique au Conseil national. Donc c'est le président qui est responsable de tout. Qui est responsable de tout, personnellement. C'est-à-dire que tous les contrats sont signés à mon nom. Ah oui. Le président du Conseil national, c'est moi qui signe pour le Conseil national. Donc il y a quand même un aspect qui n'est pas connu. Et puis derrière, après, il y a une gestion du courrier, gestion des événements, gestion de tout. C'est une mini-entreprise qu'il faut gérer, en plus des fonctions politiques, de la gestion de la coordination des élus, en plus des déplacements et de la représentation. Donc c'est une charge de travail qui est colossale. Et ça, on ne le mesure pas forcément quand on est de l'autre côté, quand on est simple élu, et sans y avoir touché du doigt. Il faut vraiment s'y intéresser et voir au quotidien tout ce que cela représente, sans compter les négociations qu'il peut y avoir, les discussions qu'il y a quelque part en off, la nécessité d'aller chercher des informations, et aussi le rôle social du Conseil national, de recevoir les monégasques qui ont besoin qu'on les aide dans une situation particulière. Donc ça, c'était totalement méconnu, effectivement, pour ma part. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi? C'est 80... C'est entre 90 et combien de ton emploi du temps? C'est 100% de mon emploi du temps. Ce qui est aussi une des premières raisons pour lesquelles j'étais obligé de me mettre en retrait de mes fonctions d'avocat. C'est savoir qu'on n'a pas de couverture sociale non plus, ni de cotisation retraite en tant que président du Conseil, en tant que Conseil national et en tant que président du Conseil national. On touche des émoluments, mais on n'a pas de couverture sociale ni de cotisation retraite. Ce qui est quand même un frein aussi à ceux qui voudraient se présenter aux élections et a fortiori à la présidence. Mais donc derrière, ce qui quelque part m'obligeait un petit peu à rester inscrit au barreau, outre le fait qu'il n'existe pas de procédure d'omission du barreau en principauté de Monaco. Donc on demande la radiation du barreau, donc derrière, je me posais la question de comment il fallait me réinscrire par la suite. Mais il y avait quand même la nécessité donc de rester inscrit au barreau. Mais à côté de ça, il ne faut pas le perdre. On est aussi, du fait de la séparation des pouvoirs, représentant du pouvoir législatif, et aller plaider devant le pouvoir exécutif, devant le pouvoir judiciaire, pardon. Pour moi, ça me semblait un peu incompatible avec mes fonctions. Et l'intérêt des gens que je représente devant les juridictions, c'est de dire, si je gagne un procès, c'est tiens, on va dire que je l'ai gagné parce qu'il est président du Conseil national. Si je perds un procès, c'est tiens, il a perdu parce qu'il est président du Conseil national. Et puis derrière, dans l'image du cabinet et finalement l'intérêt des clients, je pense pas que c'était une bonne chose. Donc voilà, j'ai préféré effectivement l'accord avec... Et après discussion avec mon associé, parce que c'est ça qu'il a fallu aussi organiser. Ça a des incidences aussi sur ma vie professionnelle derrière, sur ma clientèle, sur tout ce que j'avais construit jusqu'à présent, et sur ma vie de famille notamment. Aujourd'hui, du temps, j'en ai plus beaucoup. C'est un travail à 100%. C'est week-end et jours fériés, on ne connaît pas. Donc, tu me diras, la vie des Monégasques n'attend pas, c'est sûr. C'est sûr, mais si tu te retournes, alors là, ça fait bientôt 9 mois, je crois, 9-10 mois. Début avril, ça fera 1 an, donc on est à 10 mois, 9-10 mois. Est-ce que, alors, mis à part ce que tu viens de décrire, là, on imagine déjà le tsunami global, mais est-ce qu'il y a un point que tu détailles dans ces 10 derniers mois, quelque chose, à part, alors, il y a eu le vote, tu en as longuement parlé tout à l'heure, le non-vote du budget rectificatif, c'est quand même un moment important quand on est un tout jeune président, dans le sens jeune, nouveau.
Est-ce qu'il y a eu un autre moment important? Parce que tu parlais de l'arrivée de Didier Guillaume, ça a changé des choses, pas seulement au niveau des relations institutionnelles, ça a quand même changé profondément quelque chose. Et effectivement, et aujourd'hui, on peut, moi, ce que je regrette le plus, effectivement, c'est de ne pas pouvoir aujourd'hui poursuivre le travail qui a été commencé avec lui, parce que c'est un parlementaire dans l'âme. C'est quelqu'un qui connaît ce que c'est l'élection et qui connaît ce que c'est devoir obtenir des résultats. Et ça change beaucoup de choses, à mon avis. Ça te parle, ça? Oui, tout à fait. Mais surtout, c'est que... déjà, il nous comprend. Et il comprend pourquoi est-ce qu'on fait certaines demandes, parce que derrière, on a la pression électorale. Et puis, s'il faut être réélu à la fin du mandat, il faut obtenir des résultats, quoi qu'il en soit. C'est quand même l'objectif de l'élection. On est élu sur un programme, et donc obtenir des avancées dans l'intérêt général. Et effectivement, lui, il connaît cela. Donc, il est arrivé en travaillant énormément en amont, en ayant connaissance parfaite de la Constitution, et connaissance aussi des fonctions de parlementaire. Il a été élu maire, il a été élu au Conseil général, et il a été 10 ans sénateur et vice-président du Sénat. Donc c'est des fonctions qu'il a occupées et qu'il connaît parfaitement. Et de ce fait, il est arrivé avec une lecture des institutions qui était différente, et notamment celle du consensus qui doit être trouvé entre le Conseil national et le gouvernement pour obtenir des résultats. Que ce soit sur le budget ou sur le vote des lois, ça c'est le plus simple, mais c'est également sur tous les sujets politiques ou les sujets budgétaires ou même les sujets sociétaux. Ouais. Donc de ce fait-là, effectivement, la discussion était beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et après, ce sont ses qualités humaines, effectivement, qui ont parlé. Quelqu'un de franc, quelqu'un d'honnête. Et tout de suite, c'est ce que nous demandions et ce que nous n'avions pas auparavant et ce qui posait beaucoup de difficultés, c'est la transparence. La transparence dans les informations, la transparence dans les dossiers. Ce qui, moi, dans ma relation personnelle avec lui, je voyais quasiment quotidiennement, ou au moins on s'appelait et on arrivait à discuter. J'avais les informations, ce qui me permettait, moi, après, derrière, de les diffuser auprès des élus et d'être en confiance. Et même lui, dans les réunions privées, il nous parlait franchement, il nous disait les choses franchement, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Et c'est là toute la différence, c'est qu'on avait tous les éléments pour pouvoir prendre la décision. Et donc, par ailleurs, c'est le pragmatisme, c'est ni plus ni moins que du bon sens. Il en faut pas plus au final. Voilà, de la transparence, qu'on puisse comprendre les sujets, qu'on puisse savoir pourquoi cette décision, on peut pas aller dans ce sens-là ou on doit aller dans un autre sens. Parfois, si on n'a pas les informations, on ne comprend pas aussi les décisions du gouvernement. Et c'est difficile de juger. Tu penses que c'est une question d'explication? De communication. La plupart du temps, oui, parce que si on a les bonnes informations, on peut comprendre que le gouvernement... Et c'est là que doit avoir lieu le débat. C'est autour de ces explications-là et des raisons. Et ensuite, on définit les conséquences. Et donc, la décision qui doit être prise. Parce que ça aussi, c'est une de ses forces. C'est qu'il a su prendre des décisions, les imposer. Il n'avait pas peur de se tromper. Moi, il est arrivé, il m'a dit, bon, là, on va faire ça. Et puis, 3 jours après, il m'a appelé, il me dit, j'ai réfléchi finalement, je vois les choses différemment. Ça lui est arrivé à plusieurs reprises sur différents sujets. Et je pense que c'est la bonne manière de voir les choses. Il faut accepter de pouvoir se tromper et de revenir sur ses décisions si la décision qui a été prise initialement, elle n'est pas bonne. Et ça, il savait le faire. Mais sur la transparence et sur l'échange d'informations, c'est essentiel. Si nous, on nous donne les explications, nous, on demande la construction d'un immeuble, ou sans parler de l'immobilier, ou l'obtention d'un projet. Si on nous dit le projet ne peut pas être réalisé et qu'on ne nous donne pas les explications, on va dire on a des solutions, telle solution, nous on va les évoquer. Et si on ne nous dit pas non, celle-là on ne peut pas le faire pour telle raison, cette autre solution on ne peut pas la faire pour telle autre raison, nous derrière, forcément on va rentrer dans une sorte de conflit avec le gouvernement qui est néfaste dans le cadre de nos discussions. Et c'est vrai que si on dispose de toutes les informations, et lui ils comprennent pourquoi le gouvernement va prendre une décision qui est contraire à ce qui est demandé et ce qui est souhaité par le Conseil national. Et c'est vrai que ça fluidifie forcément les échanges. Et ça nous met en confiance aussi. Et c'est vrai que cette confiance-là, il a su l'instaurer dans les débats. Et on l'a vu, on avait des débats beaucoup plus apaisés, notamment sur le deuxième rectificatif et le budget primitif. C'est pas pour autant qu'on ne défend pas nos positions, qu'on a forcément des avis concordants, chacun est libre de penser comme il veut, mais au moins on a une explication et on peut comprendre la décision. Il n'y a pas eu que des votes pour.
Oui, il y a eu des votes contre, mais pas forcément sur des... voilà, c'est parce que... Oui, c'est pas sur une globalité. Soit parce qu'il y avait certains sujets qui n'avaient pas avancé, soit parce que on ne partage pas non plus le même avis. Après, on n'est pas... c'est pas forcément tout blanc ou tout noir. Hein. Il y a toujours une question d'interprétation. Mais après, voilà, s'il y a une décision qui doit être prise, elle est prise. Alors, nous, on peut penser que la décision doit être inverse pour d'autres raisons que celles qui ont motivé son refus du côté du gouvernement. Mais si on a l'explication... forcément, ça apaise les choses. On a un dialogue beaucoup plus apaisé et beaucoup plus serein, et on avance beaucoup plus efficacement. Et c'est ce qui s'est passé. En 4 mois, les sujets ont grandement avancé plus rapidement que ce qui n'avait été fait auparavant. Donc voilà, aujourd'hui, malheureusement, il est disparu. On a perdu, je pense, un grand homme d'État, mais un grand homme aussi personnellement et humainement. Voilà, on attend son successeur. Sur la planche, oui. Voilà, mais il faut aujourd'hui on voit qu'il a insufflé une nouvelle méthode de travail, des qualités différentes, et on voit que ça prouve son efficacité. Et au-delà de sa personne, au-delà même de moi, ma personne en tant que président du Conseil national, il faut que le Conseil national et le gouvernement travaillent dans ce sens-là, travaillent de concert dans l'intérêt de la principauté de Monaco. C'est comme ça que les choses avanceront plus vite et plus efficacement. Donc là, on a discuté avec Isabelle Béraud, qui nous a confirmé effectivement que le gouvernement allait poursuivre les travaux dans le même sens que ce qui avait été initié. Les engagements qui ont été pris par Didier Guillaume étaient maintenus, n'étaient pas remis en cause ou quoi que ce soit. Donc le gouvernement va travailler effectivement à aujourd'hui les mettre en œuvre, ce qui est essentiel. Hein, et il ne peut pas en être autrement, et le Conseil national défendra toute position inverse, dans la mesure où aujourd'hui... Parce que ce n'est pas une question de personne, en fait. Hein. Non, tout à fait. Il y a la continuité de l'action du gouvernement. Didier Guillaume n'a pas pris des décisions personnellement, il a pris des décisions au nom du gouvernement princier, et donc ces décisions doivent aujourd'hui s'appliquer. Ce qui est logique, parce qu'on a, sur la base de ces décisions, on a débattu sur les conditions de mise en œuvre de celles-ci, on a débattu un budget, et on a voté un budget sur la base de ces engagements qui ont été pris. Si les engagements ne sont pas respectés, le gouvernement prend le risque que le prochain budget ne soit pas voté. Et là, avec des conséquences qui pourraient être beaucoup plus importantes. Un autre point aussi qui a été très important et que de suite il a mis en exergue, c'est le manque de fluidité entre les différents départements au sein du gouvernement. Ouais, c'est ce qu'il appelait l'interministérialité. Et ça, c'est essentiel aussi. Ouais. Si les conseillers du gouvernement ministres ne travaillent pas entre eux, ne s'échangent pas les informations, comment ça peut fonctionner ? C'est pas possible. Si on prend par exemple la problématique du logement, on a les domaines qui gèrent le foncier, qui gèrent derrière la gestion de l'immeuble, et on a les TP qui gèrent la construction et autres. S'ils ne se parlent pas entre eux, comment ils vont pouvoir savoir ? Est-ce qu'ils peuvent avoir du foncier disponible pour construire un immeuble ? C'est ce qui s'est passé avec Pierre Dartout. Et notamment, cette opération nous dit on n'a pas le foncier, on ne maîtrise pas le foncier en Principauté de Monaco, alors qu'il y a des opérations qui sont sorties, et la preuve en est, on a une opération aujourd'hui qui est annoncée, et il y en avait d'autres qui étaient possibles également, mais voilà, il suffit à un moment donné de se concerter, de travailler dans le même sens. Il faut qu'on tire tous dans le même sens, que ça soit les conseillers du gouvernement entre eux. On sait que certains s'entendent pas, on sait qu'il y a certains qui parlent pas entre eux, et pour moi c'est pas possible. C'est pas parce que une querelle de personnes, on a une fonction, on assure une fonction, et la fonction veut que on doit s'entendre avec ses collègues de travail pour avancer. C'est la même chose au sein du Conseil national. C'est le principe d'une équipe quand même. Exactement, et c'est ce qu'il faut retenir. C'est un travail d'équipe dans l'intérêt de la principauté, autour du souverain, mais après chacun dans ses prérogatives. On ne doit pas empiéter sur les prérogatives de l'autre. C'est ce qui pour moi est le plus important, mais de concert et toujours dans le même sens. Et ça, on n'a pas le liant et le ciment de tout ça, c'est forcément l'échange d'informations et la transparence des informations. Il y a que comme ça qu'on arrive à prendre les bonnes décisions. Pragmatique et efficace. Toujours. Merci Thomas Brézot. Merci.